Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Equinox Soir. Regardez les étals, tout est vide. Nous n'avons pas encore reçu les manuels scolaires pour le compte de cette année. Certains éditeurs nous demandent d'attendre jusqu'au 20 août. Et un autre parent d'ajouter, cette rentrée sera l'une des plus rudes et ne présage rien de bon. Le constat est donc clair, Madame, Monsieur. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2018, les parents d'élèves ne savent plus à quel sein se vouer. Le livre se fait rare et la situation inquiète. Les différents acteurs de la filière se rejettent les responsabilités. Que se passe-t-il? Où est passé le livre? C'est le fait du jour. Je suis en compagnie de personnes qui viennent d'horizons divers. Je commence par vous, Abdul Karim Ali. Bonsoir. Good evening, thanks for having me. Vous venez de Bamenda, c'est ça? Yes, absolutely. Voilà. Vous êtes de la société civile, mais très ancré dans l'islam. C'est bien cela? Yeah, of course. Let me begin by praising God and I ask Him to send His blessings upon prophet and righteous men and to the dear panelists and you and the audience of Equinox TV. Yes, yeah, you can say that I'm a Muslim scholar. People refer me to the Muslim scholar of the Christian Bible. By professional training, I'm a software engineer and a corporate management trainer. Ok. Bienvenue, Equinox. Thank you very much. Voilà. Max Wabo, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Oui. Vous êtes expert, analyste politique, hein, on va le dire comme ça. C'est sur cette casquette que je vous prends ce soir. Ça me convient pour ce soir, cette casquette. Voilà, vous avez plus d'une casquette, ok, pour ce soir, analyste politique. Ça m'arrange. Voilà. À côté de vous, Michel Ouassi. Michel Ouassi, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalon. Journaliste. Journaliste au quotidien de la Nouvelle Expression, bien entendu. Voilà, justement. Avec vous, je vais commencer. J'aimerais qu'on plante le décor. Que se passe-t-il exactement? Où est passé le livre? Pour faire simple. Alors, où est passé le livre? Ce qu'on va dire à nos téléspectateurs à la maison, c'est que les signaux étaient au rouge depuis le mois de juin, pour ce qui concerne la liste des livres scolaires, parce qu'on a attendu. Parce qu'il faut préciser qu'habituellement, on a la liste des livres au mois d'avril. Oui. Mais au mois de juin, on n'avait pas de livres. On a un groupe d'éditeurs qui ont soumis quand même un communiqué au Premier ministre pour indiquer qu'il y avait des difficultés à obtenir cette liste des livres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ils avaient du mal à se décider sur le contenu des manuels pour l'année 2018-2019. Finalement, la liste est arrivée le 12 juin, oui. Mais ils ont continué à dire le 12 juin c'est tard, oui. Parce qu'il faut passer les commandes. Et il faut expliquer également que les commandes des livres, on ne les produit pas au Cameroun, on les produit en Chine. On parle de la Chine et de l'Inde. Et de l'Inde, parce que le Cameroun, les imprimeries du Cameroun n'ont pas la capacité de produire en grande quantité. Ils ont dit, c'est vrai, la liste est là en juin, mais c'est pas possible qu'on ait les livres à temps. Alors nous sommes rendus à un mois de la rentrée sur le terrain, parce que comme vous l'avez dit, je suis journaliste, je suis allé sur le terrain, dans les librairies, il n'y a pas de livres, c'est pas possible, on demande d'attendre d'ici le 10 ou le 15 pour avoir les manuels. Et même, d'après ce que les libraires disent, le 10, le 15, c'est pas sûr qu'on aura le stock. Donc voilà la réalité aujourd'hui, qui était annoncée, il faut le dire, depuis le mois de juin, comme je le disais. Mr. Abdul Karim, yes, sir. C'est inquiétant quand même, hein? À cette période-ci, on n'est pas encore de livres. Vous, en tant que parent, comment le parent peut se sentir en ce moment? Yeah, I'll say it's horrible, but we need to ask the questions and ask them very deeply. What would cause the demotivation of the editors? Is it just, as Madam explained, under the short notice, I had time to study the case a bit, and exactly what she explains is what is obtainable. But the bigger question is, what would demotivate them? Is it just the fact that we don't have the capacity to print here in Cameroon, we look for Indian and Chinese non, printing? On dit, tout est parti du fait qu'on n'a pas sorti la liste des manuels à temps. Yeah, so that's what il y a le temps pour un peu éditer les livres. All right, so I'm coming. So the curriculum developers, what stopped them? And the editors themselves, is it because of maybe the crisis, that the thing, they don't have the right market? We need to be able to answer the root cause of such problems so that we can address them in the future. But it's very saddening for parents who want to send their children to school in a few weeks' time, and we don't have books in the market, and we don't have hope that we'll have them given the date limit that she cited. We pray that things could change, and I would say that it's not yet all buried. There's still hope. We've seen cases where people
turned things around like this and had things of much more massive production yet achieved. That is if the government wants. Ok. Maxwabo, pour des parents, parce qu'il y a des parents qui s'y prennent souvent un peu tôt, est-ce que le 15 août, la rentrée c'est le 3, est-ce que ce sera facile pour certains parents? Merci. Ils font des calculs longtemps en avance. Merci Serge Alain. Alors, je voudrais quand même observer une chose. J'ai suivi les copanélistes et la dame a fait une remarque que c'est... Lucien Voici. Oui, que c'est depuis le mois de juin que des choses devraient être prêtes. Non, le mois d'avril. Le mois d'avril. C'est plutôt au mois de juin qu'on a sorti la liste. Bon, au mois de juin, on sort la liste de manière scolaire. Oui. Alors, moi, je vais tout simplement observer, nous sommes dans un pays extraordinaire. Nous sommes dans un pays extraordinaire. Comment comprendre donc qu'on nous dit les livres pourront être prêts, c'est quand? Le 10 septembre. C'est ça? Le 10 septembre. Non, le 15 août. Le 15 août. Alors, le 15 août, je ne vois pas la différence entre le 15 août et le 10 septembre. Alors, mais il faut comprendre une chose. Moi, je pense, et je le dis vraiment au risque de ne pas me tromper, que lorsqu'on a, le Premier ministre a sorti une circulaire et il a dit, il a été clairement dit dans cette circulaire que le livre est maintenant unique. Oui. Et le livre, maintenant, je crois que ça aurait maintenant une durée de validité de 6 ans. Alors, je peux aussi comprendre qu'une fois qu'on a dit c'est telle personne, c'est telle entreprise qui va éditer ce livre, je peux comprendre aussi que dans une certaine prudence, cet éditeur-là refuse d'éditer à temps, parce qu'on est dans un pays où la contrefaçon... Voilà, justement. C'est l'une des raisons qu'ils avancent. On est dans un pays où la contrefaçon est de mise. Oui. Du coup, le gars se dit, l'entreprise se dit, si je sors mes livres à temps, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, l'entreprise n'entre même pas dans son coût de production. Alors, en ramenant ça à partir du 10 août, comme vous dites là, c'est pour minimiser l'écart. Ça veut dire que même si on sort le 10 août et qu'il y a des contrefaçons, il dit quand même, l'écart ne sera pas quand même aussi grand. C'est tout simplement parce que l'entreprise qui veut produire le livre met une technique de prudence là, parce qu'on connaît bien le propre des Camerounais dans la contrefaçon. Lucien, vous ne semblez pas convaincu. Non, cette approche d'éviter la contrefaçon ne vous satisfait pas? Oui, justement, je ne suis pas convaincu, mais pas entièrement d'accord, parce que, comme je le disais, j'ai travaillé sur le sujet, et il ressort clairement que la difficulté, c'est que les listes étaient là tard, parce qu'il faut préciser. Les commandes, on les fait en Chine et en Inde, parce qu'on n'a pas les imprimeries capables au Cameroun de faire un stock énorme de livres, donc de ravitailler tout le pays. On passe les commandes en Chine et en Inde. Et pour passer les commandes en Chine et en Inde et avoir ces livres à temps, il faut le faire également à temps. Oui. Dans les années antérieures, il faut au moins 4 mois. Dans les années antérieures, je l'ai dit, ça se faisait en avril. Maintenant, on peut faire le décalage entre le mois d'avril et le mois de juin et voir la différence. Donc maintenant, on passe les commandes. Si c'est juin, ça veut dire que c'est en octobre? Et on attend, ils disent maintenant il faut attendre, et je vais le dire, c'est Jalin. Sur le terrain, qu'est-ce que les libraires disent? Ils disent clairement qu'on aura peut-être les livres du 10 au... peut-être entre le 10 et le 15, mais on n'est pas sûr d'avoir le stock. Et on craint autre chose pour les parents, la surenchère. Parce qu'on le sait, plus les livres sont rares, plus ça devient cher, plus on en demande, ça devient cher au monde les enchères, même si les prix sont homologués, parce que ça ne change rien. Qu'on ait des prix homologués ou non, c'est généralement le commerçant qui fixe les prix. J'ai le précieux sésame et je mets la barre haute. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, moi, je suis un peu, vraiment, j'ai mis un peu de réserve. Oui. Alors, vous me dites que les livres sont produits en Chine. Ouais. Je pense ou en Inde. Alors, si les livres sont produits en Chine et que vous estimez qu'il y aura la surenchère, pourquoi les livres n'arrivent pas à temps? Pourquoi on ne peut pas aussi penser que, étant donné qu'on se retrouve, même, il faut même dire, dans un système de monopole. Parce que si on a dit, c'est telle entreprise qui doit maintenant éditer ces livres-là, on peut se retrouver dans une situation de monopole. Et je peux également me dire, soit la même entreprise, encore qu'on connaît nos techniques, la même entreprise, le moment venu, va créer des succursales disparates là, pour justement mettre sur pied justement cette technique de surenchère. Oui. Il y a 210 manuels qui ont été homologués, mais c'est pas facile pour satisfaire la demande nationale. I think I agree with him. We should not dismiss possibilities in our country. Cameroon, very bad things are possible. But the big question I'm asking, we don't have the capacity to print. What stops Cameroon from having such a capacity? What stops us? If we could be giving China and Malaysia aid in the 80s, what stops us from printing our books in our country?
Is it? On peut, mais est-ce que le problème c'est qu'on ne peut pas I'm looking at long term. demande. Sure, we're looking at long term. I know this is an immediate problem, but what he's saying, that is to me, I buy his idea in the logic that people are simply scared of the copyright that they can have. So it's a politics of time. You bring it at 15th of June, okay, it closes the gap from when it should be dispersed. I think that is what we should be talking about. Madam, I'm not disagreeing with you. I understand you. You're looking at it literally, but technically and actually there are things behind the door. Voilà. Éviter la contrefaçon au maximum. Mais c'est le parent qui va trinquer. Yes. Bien sûr. Le parent qui souffre. Yes. Évidemment. Comme a dit Lucienne, les prix vont grimper. C'est évident. Oui. Plus un produit est rare sur le marché, c'est la loi du marché. La loi du marché, les prix high. ont tendance à grimper. Et je dis encore, tel que c'est parti, on se trouve dans une situation de monopole. Et je dis encore, ça on va observer. On va observer que le moment venu, une fois ces livres arrivés ici au Cameroun, l'éditeur même va créer des sous-entreprises, des sous-distributeurs, et c'est comme ça que les prix vont flamber. C'est même ces sous-entreprises-là qui vont se mettre à faire des super profits. Et on aura l'impression que l'éditeur n'a pas vendu. Pourtant, c'est lui qui est le distributeur de toutes ces différentes succursales. Oui. Les libraires mettent la pression aussi. La pression qui vient des parents. Et le responsable dans la chaîne dit que non, le libraire doit rester à sa place. Il doit attendre que l'éditeur et le distributeur lui apportent les livres. This reminds me of what Professor Lumumba said, that those with the good ideas don't have the power, and those with the power don't have good ideas. Come on, in demand and supply, just like you mentioned the law, the consumer is the end game. You're looking forward to the consumer. So when you stop them from having a say, you say, okay, let's give the editorial some time. No. If you're talking about education of a country, it's a collective effort. It's not the effort of the government alone. And like you mentioned something which is very important. Some parents want to budget now and start buying things for their kids. And you don't expect them to tie this money down. There are cases of ill health and other emergencies. And if they use the money, where do you place them in? So I think it's really a fiasco. And I'm sorry to say this. Our country has to do better. Cameroon has to do better. Voilà, on parle de 4 mois mais on nous fait croire que ce sera possible entre le 10 et le 15 août. Par quelle alchimie là, ils vont y arriver? Là, c'est difficile, c'est pas seulement... Parce que c'est eux qui mettent table sur 4 mois pour satisfaire la demande. Mais là, ils nous disent que bon, de juin à août, ça fait pas 4 mois. Comme je l'ai dit, Serge Alain, ça va être très difficile. Difficile pour les parents, très difficile pour les parents, je l'ai dit. Et j'aurais aimé qu'on aborde une autre piste en disant, dans notre pays, on ne sait pas anticiper du tout. On ne sait pas anticiper. Parce que du moment où, au mois de juin, parce qu'il faut également dire qu'il y a des éditeurs au Cameroun, pour les livres de la maternelle sur le terrain, qui impriment ici, qui ont pu imprimer déjà une quantité. Mais alors, comme on le disait, ça ne peut pas du tout satisfaire la demande. Pourquoi on n'a pas anticipé? Pourquoi on n'a pas pris les dispositions? Pourquoi jusqu'aujourd'hui au Cameroun, on n'a pas une imprimerie? Et pourquoi même ça a traîné? Je vais poser une autre question. Pourquoi on a besoin de partir du Cameroun pour aller passer les commandes des livres en Inde et en Chine? Pourtant, on peut créer une imprimerie au Cameroun qui fabrique la demande. Pour satisfaire la demande. On n'a pas besoin de payer les billets d'avion pour aller en Chine et en Inde. On a du papier au Cameroun, on peut le faire. Je reste avec vous, Lucienne Ouassi. Pourquoi ça a traîné entre avril et juin? On parle du tripatouillage dans la publication des listes de magouilles. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il faut qu'on recommence donc à la base. Il s'est passé que les listes pour sortir même du ministère, c'était un problème. Pourquoi c'est chacun qui veut que son manuel soit validé? La commission, exactement. La commission en charge de l'élaboration de cette liste-là, les éditeurs ne s'accordaient pas du tout. Ils disent qu'il y a des éditeurs qui sont retrouvés là-dedans comme ça, on ne sait même pas qui ils sont, ils se sont retrouvés là, ils ont imposé leur liste, ils ne s'accordaient pas du tout. Et c'est pourquoi justement cette liste a traîné. Parce que du mois d'avril où on attendait réellement les listes, ils ne s'accordaient pas. 2 mois. 2 mois. Ils ont fait des correspondances au Premier ministre pour dire, voilà, tout ce qui se passe, il y a des magouilles, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, mais bon, finalement, puisqu'il y avait la pression, il fallait qu'il y ait des livres à la rentrée. Il fallait qu'on ait une liste absolument. Le 13, on a eu cette liste. Et même jusqu'ici, ils ne sont pas d'accord avec ce qui a été validé. Ils ne sont pas d'accord avec... Et même sur le marché, les libraires aussi ont un autre problème parce qu'il y a des livres qui ont été maintenus au programme, mais on a baissé les prix. On nous parle des livres qui coûtaient 10 000 l'année dernière, mais qui cette année, peut-être une bonne nouvelle pour les parents, qui va coûter 7 000, dont le prix homologué 7 000 francs. Or, dans les librairies, il y a des anciens stocks.
Ils m'ont dit hier, madame, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Est-ce qu'on va manger ça? Est-ce qu'on pourra vendre ça aux clients à 10 000? C'est pas possible. Cette année, c'est 7 000. Donc, il y a trop de controverses autour de cette histoire de livre cette année. Abdul Karim, dites-moi, cette façon à la camerounaise de toujours, est-ce que ça va s'arrêter un jour? Le problème, c'est parce qu'on veut que son manuel figure sur la liste, ça coince. Voilà maintenant les conséquences. La rentrée est là, il n'y a pas de manuel scolaire. Yeah, absolutely. To me, est-ce qu'on pourra sortir de l'auberge un jour? Façon de faire au Cameroun. I think everything in life is temporal. Temporal does not mean it would end now, oui. But it means that one day it has to end. No matter what, not the consequences is what's important, but however it's going to end. You see, this is the result of bottleneck and power consolidation. We keep making the same mistakes and expect to come at the right destination. We keep, marking time and think that we are going to arrive. It doesn't work that way. To turn a table over, you need to take stock of yourself. We need to change ways we are doing things. And if you ask me the first solution to think about, the first thing to ask, why are we printing out of the country? It's a big question. Is it wood we lack to produce paper? Or is it the finances? Après tant d'années, après les indépendances, on n'arrive toujours pas. Yeah, man. On doit toujours aller faire l'étranger. It's crazy. I don't think we are really independent. Not in many ways. We can't make major decisions. You would see maybe one or two people. This brings us to the 80-20 rule. One or two people in this country are responsible for such transactions for their own personal benefit, and it's affecting close to 20 million people. It's got to stop. And we say that it's about time. There are many people who have better ideas, and just like I earlier said, they have the ideas, but they don't have the power. Those in power don't have the ideas. Oui, oui. Voilà, il nous a rejoint sur ce plateau. Lui, c'est Camille Nelé. Camille Nelé, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un journaliste d'investigation. Oui. Vous avez investigué sur l'absence du livre, du manuel scolaire? Je me suis posé quelques questions et j'ai trouvé... Qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que c'est d'abord... la première raison, c'est une raison de gouvernance, de mauvaise gouvernance. Oui. Et la deuxième raison est une raison d'intérêt. Mauvaise gouvernance. C'est une guerre d'intérêt. D'intérêt. Il y a une question d'intérêt là-dedans. Mauvaise gouvernance, pourquoi? Parce que jusqu'à présent... mon voisin de droite vient de le dire, nous avons un problème d'impression de livres ici. C'est-à-dire que les livres que nous utilisons sortent de l'extérieur. C'est incroyable. Vous-même, vous avez posé la question. 50, je ne sais pas combien d'années après les indépendances, nous en sommes encore là. Et la deuxième question, c'est que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le marché du livre est devenu un marché extrêmement important. Important dans la mesure où il y a des opérateurs informels qui font des tractations extraordinaires derrière le livre. C'est ce qui fait que... pourquoi est-ce que les livres sortaient toujours avant? Les livres sortaient toujours vers la mi-juin. Oui. La liste des livres sortait vers la mi-juin. Mais jusque-là, les gens prenaient la précaution de les garder en attendant la rentrée. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien qu'il y a des gens qui allaient faire la contrefaçon et les vendre. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est passé que les livres sont sortis, la liste des livres est sortie en retard. Et ceux qui ont la responsabilité de distribuer ces livres se retrouvent dans une situation telle qu'ils ne veulent pas les sortir tout de suite parce qu'ils ne veulent pas courir le risque de tomber justement sous le coup de la contrefaçon. C'est pour ça que nous en sommes à cette situation assez trouble, assez équivoque, mais qui est bel et bien camerounaise. Qui peut, à ce stade-ci du problème, frapper du poing sur la table? Qui est-ce qu'on doit blâmer en premier? Vous savez, c'est pour ça que je parle de gouvernance. Vous allez blâmer le ministre va vous dire que oui, mais vous me blâmez, mais seulement, c'est pas moi qui m'occupe des livres. Mais c'est lui, le ministre, qui sort, il y a une commission dans son ministère qui sort la liste des livres. Il dit que c'est pas moi qui choisis les livres, c'est pas moi qui les imprime, et c'est pas moi non plus à qui l'on peut donner la responsabilité de la contrefaçon. Alors, le Premier ministre, il va dire que non, moi j'instruis au Premier ministre, j'instruis le ministre. Vous allez dire quoi? C'est un système qui est mis en place, un système assez équivoque, mais assez malheureux, qui fait que même le marché des livres, qui concourt à l'éducation des enfants, est gangrené par la corruption, par le népotisme, par toutes sortes, par de l'affairisme, mais un affairisme absolument abject. La solution, c'est que tout soit édité sur place? Non, cette année, avant même des solutions, je suis très honoré lorsque j'écoute le grand frère Camille Nelé poser le problème. Et effectivement, je dis toujours, on fonctionne dans un pays extraordinaire. Nous sommes dans un pays extraordinaire. Tout surprend. Alors, d'autres pays éditent des livres sur place. On peut passer le temps à nous raconter le Cameroun est un grand pays. On peut chanter au quotidien. Ça, c'est le fort du gouvernement. Le Cameroun est un grand pays.
Mais lorsqu'on peut, à quelques jours de la rentrée scolaire, un parent ne peut pas vous dire j'irai dans tel lieu acheter un livre. Mais c'est même la honte. On parle même de quoi? Bon, par la suite, il développe également un système d'intérêt. C'est clair. Le ministre va beau dire non, vraiment, c'est pas moi qui édite des livres, c'est pas moi sur la contrefaçon, c'est trop facile de dire. Ça, c'est un problème de gouvernance. Donc, il n'est pas question de chercher au-delà. Quand on se retrouve, même après combien d'années, comme dit le grand frère, on est en train justement de dire on va aller en Chine, on va aller en Inde. Pourquoi le Cameroun ne peut pas faire? Le Cameroun est arrivé à un stade, même une seringue, on risque d'acheter les seringues ailleurs. Donc rien ne surprend plus. De toute façon, rien ne surprend plus. Maintenant, quelle est la solution, 16 années? Oui. Mais c'est aussi simple que ça. Soit on met des hommes compétents qui peuvent travailler et ils doivent avoir un esprit de patriotisme. Quand vous n'êtes pas patriote, vous allez passer le temps à chercher des rétrocommissions. C'est même parce qu'on cherche des rétrocommissions qu'on se retourne vers l'extérieur. Oui. On se retourne vers l'extérieur parce qu'on va dire aux fournisseurs de l'extérieur, écoute, je peux donner le marché à la France, je peux donner à la Chine, je peux donner aux États-Unis, mais écoute, les commissions, combien tu me donnes? Voilà le propre du Cameroun. Voilà le propre de la gouvernance du Cameroun. Maintenant, comment on va masquer ça? On va chercher à nous dire en avril, on pourrait faire en juin. Même en septembre, je suis convaincu qu'il n'y aura même pas le livre en septembre. Le Cameroun est un pays extraordinaire. Vous êtes pessimiste, là, Mansour. Oui, mais quand on est dans un pays où tous les signaux sont au rouge, à un moment donné, on arrive à s'inquiéter. On arrive à s'inquiéter. That is being objective, not pessimistic. Non, je ne suis pas pessimiste. Quand vous prenez tous les leviers sur lesquels on peut analyser... Vous faites peur aux parents, là, non, je ne fais pas... Mais attendez. Oui. On parle des livres aujourd'hui, il y a d'autres problèmes plus que les livres. Oui. Je dis tout simplement, quand vous êtes dans un pays où tous les signaux sont au rouge, vous regardez à gauche, ça ne donne pas, à droite, ça ne donne pas. Vous regardez des hommes qu'on a nommés, ils peuvent vous mettre dans une réunion du matin au soir pour vous dire que le pape est musulman, l'imam est catholique, inverser comme il peut inverser. Le problème central, c'est un problème d'intérêt. C'est une histoire de guerre, de réseau. Donc, voilà tout simplement le problème central. Donc maintenant, que celui qui est à la tête du pays, on crie depuis 36 ans, il faut bien qu'il prenne aussi conscience que le problème, que le mal est profond. Mais est-ce que le président est arrivé à un stade où il est même conscient du degré du mal? Moi, je ne pense pas. Michel Moissi, qu'est-ce qu'il faut faire là pour parer au plus urgent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour cette année, je vais dire que les carottes sont cuites. C'est peut-être d'ici pour les parents de... Est-ce qu'on aura les livres, comme ils disent, au plus tard, le 15 août? Je ne peux pas le dire avec confirmation qu'il y aura les livres. Je n'édite pas les livres, ces gens-là. Je ne peux pas le dire. Vous avez discuté avec ces gens-là? Oui, on va rester. Qui sont aussi dans l'espoir. J'ai discuté avec les libraires. C'est quand même... Les bateaux sont en mer, là? C'est ça? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Parce que... Trop d'incertitudes. Oui. Trop d'incertitudes. Parce que les libraires même ne sont pas certains. Ils disent... Quand ils vous disent du 15 au 20, ça veut dire qu'il y a de l'incertitude. Il n'y a pas une date précise. On peut les avoir, on peut ne pas les avoir. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est... Ça va certainement être difficile, mais il faudrait qu'on apprenne, qu'on commence à prendre des erreurs et prendre des mesures. Et comme monsieur l'a dit, il faudra à un moment donné qu'on soit patriote, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Si on fait passer nos intérêts chaque fois avant, intérêt général, on restera toujours dans les mêmes situations, on serait toujours en train de refaire les choses, et voilà. Abdou Karim, qu'est-ce qu'on fait pour pour éviter ça à la rentrée 2019? Oh, next year. Oui. Okay, yeah, there are many things. Apparemment, c'est cuit. Yeah, there are many things to be done. Cameroon has produced a lot of intellectuals at various fairs. You know, I myself can consult in a team that can put up a very good print house for Cameroon. You don't lack the wood, you don't lack the expertise, you don't lack the money to plant a state-of-the-art print machine that can produce billions of books for Cameroonians. And talking about maybe counterfeiting books, it is easy. Software, there's technology today, it's easy. Mais on ne doit pas négliger cet aspect-là. No, I'm not. Yeah, that's what I'm saying. Oui. If that's one of the worry, it is easy to secure rights of production and audition and editing and authorship. It is easy, but the problem we have is the head of the snake. You have to cut it off. The head of the country is that's where the problem is. It starts and ends there. You and I are not the problem. The managers of the affairs are the problem. And what we must not forget, because he spoke and you said he was pessimistic. No, if you don't look at the problem in the eye and say this is the problem, and I'm assuring you that these books, even if they come, will not have the right quantity for the entire country. How are they going to come from China and India? Through the air? Are they going to fly them? No. They are going to use the sea, right? Yeah. It's going to take 5 days. C'est pourquoi je demandais, est-ce que c'est au moins
So to avoid the problem of transportation, counterfeiting, on peut tout faire sur place. You do it here. C'est la solution pour vous, Kaminele, que les livres soient édités, qu'on n'aille plus en Chine, en Inde, pour cela? À moins d'être la solution, c'est au moins une solution. Oui. C'est au moins une solution, et moi je pense qu'aujourd'hui, à peu près un mois de la rentrée, les parents sont dans la mélasse. Les parents sont dans la mélasse, ils ne savent pas quoi faire, et je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui sont en train de se frotter les mains dans les quartiers, en se disant que pourvu que ça dure, pourvu que l'incertitude dure, parce que pendant qu'ils sont là et pendant qu'ils connaissent au moins un certain nombre de livres qui sont déjà connus, ils vont tout simplement entrer dans la contrefaçon. La contrefaçon, c'est tout simplement la photocopie. Hein. On photocopie tout simplement les pages et on s'arrange à scanner la première page. Et il y a un marché parallèle du livre qui est affreux, terrible. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gens qui sont multimillionnaires dans les quartiers. C'est pourquoi je dis, est-ce que ces gens-là n'ont pas raison de brandir la menace de la contrefaçon? Mais ils ont raison de brandir la menace de la contrefaçon. Mais qu'est-ce qui est fait pour éviter la contrefaçon? La première garantie, justement, c'est d'avoir des structures performantes d'impression, d'imprimer ici au Cameroun. Bon, il y a la SOPECAM. La SOPECAM elle-même, elle ne peut pas faire face. Il y avait le CEPER à un moment. Mais le CEPER, il y avait le CEPER, mais il y avait même l'imprimerie nationale. Oui. Mais toutes ces imprimeries sont tombées, justement, du fait de la mauvaise gouvernance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut tout repenser au Cameroun aujourd'hui. Et maintenant, en repensant, c'est pour cela qu'il y a tellement de gens dans le ADPC qui soutiennent Paul Biya en se disant que bon, ok, qu'on lui donne encore 7 ans pour qu'il repense tout. Mais il faut tout repenser au Cameroun aujourd'hui. Et c'est tout simplement affreux. C'est affreux. Affreux pour notre jeunesse. Regardez, ceux qui regardent la jeunesse du Cameroun, ces enfants qui vont prendre la relève demain après-demain, s'ils ont des lacunes au niveau même des livres, ça veut dire que nous sommes réellement tombés bien bas. Voilà, madame, monsieur, on prend une légère pause et on parle de notre deuxième, la conférence générale anglophone, Cardinal Christian Toumi, les compris. Conférence générale anglophone, Cardinal Toumi, l'incompris. Madame, monsieur, pourquoi cette levée de bouclier autour de l'initiative du Cardinal Toumi et des autres, je veux dire, l'imam de Bouya, l'imam de la mosquée de Bamenda et le révérend Babila? Pourquoi les gens pensent qu'il y a autre chose derrière l'idée du Cardinal Toumi? Are you asking? All right, okay. Yeah, and this is a good question and a brilliant one. To begin with, I'd like to say the initiative taken by these men of God, especially Cardinal Toumi, is one that any Cameroonian should have respect for. Even if you're an atheist, you should have respect for such a papal authority. And of course, the imams and Pastor Babila is a brilliant initiative. But your question, why are there so many big question marks behind it in the negative? Depuis quelques jours, hein? Yes, absolutely. Because you know, in a period like this, timing is very necessary. When you do a thing and how you do it counts for many things. My personal opinion is the worry is that there are other people that were attached to Cardinal Toumi that appeared to be double standard. I wouldn't like to mention names here. So people think that it's not totally the initiative of Cardinal Toumi, but he has given an interview saying that, well, even if someone brought the idea to him and he took it, it's his idea. But the bigger problem is we've had AAC 1, 93 and AAC 2, 94. And certain resolutions came up which were never considered by the government of the country. And then now we have AGC. So the first thing people ask is, why do you now change it from AAC to AGC? You know, it means the same thing. Abdul Karim, est-ce que le contexte est le même? Ce n'est pas la même chose. No, I'll say something. Il n'y avait pas cette guerre-là en 93, 94. Maintenant, absolutely, le contexte est complètement différent. Absolutely, it was almost the same thing. It has simply escalated. Oui. It was about Anglophone status in the country. Oui. Now it has escalated and degenerated to something else because of the negligence of the resolutions of the first two meetings. So now the issue is, I personally, being a Southern Cameroonian, I don't find a problem with the meeting. But if you're talking of an all-inclusive Anglophones meeting, you have about 5,000 as refugees. You have about 1,500 in the jails. You have 200,000 internally displaced. You have a lot of them in the diaspora who are on exile. They can't come back to the country. Are you sure their opinions don't count?
that's why we say Cardinal Toumi has a good initiative, but the government has to applaud such an initiative. Mais ça a été fait, le ministre Chiroma l'a apprécié. No, he did. Il a émis des réserves sur deux aspects. No, he made it even funny. He went in to draw lines in between Cardinal Toumi's statement, saying don't compare terrorists with... look, this is a very poor way of handling things in a crisis like this. The man has called this meeting. Whoever you're calling terrorist, the man doesn't call them terrorists. And it is out of context to start bringing a line to divide the two again. Simply assist them in having the meeting and let's get the result of the meeting. Okay. This AAC1 and AAC2 was not called by religious authorities. Now, religious authorities have come up to say, I'm calling you all, let's talk. If we have to go and talk to the government, let's have one voice. I think it's a laudable intent, and with all intent and purposes, but we have to look at certain things around it. For the meeting to be all-inclusive, there are many things that should be done, but not by Cardinal Toumi, but by the government, like I mentioned. Okay. And look, for crying out loud, we don't need to have an all-Anglophone conference amidst the militarization in Southern Cameroon now. It's heavily militarized. So I say the government has to reconsider its position on many things and give such a dialogue in between Anglophones a chance to thrive, and then we see where it goes from there. Max Wabo, pourquoi on l'a entendu ces derniers temps, des gens parlent du piège, c'est un piège, que le cardinal Toumi, c'est un bras de fer avec le pouvoir, fait le bras de fer avec le pouvoir, qui fait le jeu des partisans de la sécession. Pourquoi tant de caricatures? En réalité, il faut être franc. La polémique ne peut venir que du côté francophone. La polémique est propre aux francophones. Mais il y a aussi de l'autre côté où des gens sont contre l'initiative du cardinal Toumi. Oui, peut-être, on va dire, bon, mais moi je sais que s'il y a vraiment un fort pourcentage du côté francophone. Oui. Voilà un pays, il y a une crise dans une zone. On est déjà presque 2 ans, je crois. Oui, alors, bientôt 2 ans. Le gouvernement a mis ses chargés de mission qui pouvaient de temps en temps voyager pour Bamenda, voyager pour Boya ou bien pour Limbe aux frais du contribuable que nous sommes. Alors, pendant 2 ans, on n'a pas de solution. Plus les jours passent, la guerre prend des proportions. Et un monsieur respectable, comme le cardinal Toumi, vient pour dire, je vais jouer la médiation. Vraiment, on a déjà trop bagarré comme ça. Les gens meurent au quotidien. Il faut que cette guerre cesse. Il se met devant. Il veut jouer la médiation. Mais on ne peut trouver qu'une bande de Tintin du RDPC de son gouvernement. Non. Je peux retirer le mot. Oui. Je peux retirer le mot Tintin. On va trouver une bande de je sais pas moi, j'ai envie de dire, une bande de zélés. Au moins le mot me conseille. Bon, on va trouver une bande de zélés qui, ayant échoué, trouve que si le candidat Toumi réussit cette médiation, alors vraiment de Dieu, le monde, vraiment il sera... Mais l'initiative, le fait que ça vienne du cardinal Toumi, le fait que ça vienne du cardinal, ça pose problème. Parce qu'on va se dire, voilà quelqu'un qui n'est pas du gouvernement, voilà quelqu'un de la société civile, si on peut ainsi dire, qui fait une médiation, encore qu'il faut même le dire. Le cardinal Toumi, je crois qu'il a invité les gouverneurs et autres à assister à le gouverneur, la région du Sud-Ouest, malgré qu'on a des gouverneurs qui doivent assister, des gouverneurs du gouvernement, des gouverneurs RDPC, il faut le dire, ça pose problème. Ils arrivent à un stade où rien qu'à penser au cardinal Toumi, ça leur hante. Et parce qu'ils ont peur que s'il parvient à résoudre ce conflit, le monde entier va bien regarder l'échec du Biya et de son gouvernement. Mais, pourquoi je m'en prends aux francophones? La polémique ne devrait même pas y être. C'est parce qu'on est dans un système, et c'est ça. Parce que qu'est-ce que les anglophones revendiquent? On connaît leurs revendications. Et pour moi, ces revendications sont fondées. Je ne parle pas des terroristes. Je parle des anglophones. Mais je ne parle pas des terroristes. Alors, on sait ce qu'ils revendiquent. Mais si ça avait été du côté des francophones qui avaient une telle revendication, une telle grève, en 48 heures, la grève serait terminée. Vous savez pourquoi? La corruption, c'est le francophone. C'est la corruption. On va appeler quelqu'un derrière, lui dire voilà 10 000, voilà 20 000, il va venir vous chanter les louanges. C'est pourquoi la bande des corrompus des francophones que nous sommes, on trouve que le cardinal Toumi, dedans, il va résoudre le problème, il y aura la paix dans les zones anglophones, et le cardinal Toumi peut-être sera vénéré. Mais écoutez, à l'âge du cardinal Toumi, est-ce que le cardinal Toumi vous a dit un seul instant qu'il voulait être président de la République?
c'est des gens qui ont peur de leur gagne-pain, qui veulent que la situation continue à pourrir. Parce que plus la situation pourrit, on ne contrôle rien, et c'est comme ça que des gens se font du bon business. Sinon, qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce qu'on reproche aux anglophones? J'ai suivi le professeur Maurice Kamto. Hier, on dit, les francophones disent, qu'est-ce que les anglophones veulent? Mais moi, je retorque également, qu'est-ce que les francophones veulent? Les francophones n'ont rien compris. Si les francophones avaient compris ce problème, je dis, ce problème, il devrait se lever depuis et ce problème devrait être résolu. Mais le jour où cette grève touchera Douala et Yaoundé, vous allez voir comment ça va se résoudre. Mais comme on a l'habitude de considérer des anglophones comme des sous-hommes, d'accord? Pourtant, si on regarde, quand vous allez à Limbé, moi j'ai été plusieurs fois à Limbé, vous jetez votre nourriture à Limbé, vous prenez votre nourriture, vous mangez. Faites la même chose à Bouya. Regardez le Cameroun. Regardez Douala, regardez Yaoundé, une ville de poubelle. C'est pourquoi je suis partisan d'une chose. Pour gouverner ce pays, je voudrais même que ce soit un anglophone qui gouverne. Au moins, on va commencer par exorciser les francophones pour les amener à prendre conscience. Parce qu'on est arrivé, vous marchez en bordure de route, quelqu'un prend de la banane dans sa voiture, il balance là. Quand tu dis, mais c'est pas normal, tu veux changer quoi? Ça, c'est la mentalité africaine et la mentalité des francophones. Je pousse même au niveau du plan éducatif. Monsieur, moi j'ai ma fille qui est à l'école bilingue. Quand je suis allé plusieurs fois à l'école de ma fille, je ne veux pas publiciter, Wafo, plusieurs fois dit au directeur d'anglais, je vous tire chapeau. Que vous, les Anglais, regardez comme les anglophones, regardez comment vous formez les gens. L'enfant est dressé, l'enfant est méthodique. Vous prenez le cours dispensé par un maître francophone, mais c'est de la cacophonie. Vous êtes même perdu. Du coup, vous posez la question, on va où? Vie professionnelle, équilibre de force, d'intelligence. Mettez un anglophone, mettez un francophone. Si tout est logique, si les deux ne sont pas pipés, parce que le francophone, c'est un tricheur. Si les deux ne sont pas pipés, vous trouverez difficilement un francophone qui passera avant un anglophone. Au moins parce que dès le bas âge, on leur inculque certaines valeurs. Mais nous, vous allez trouver des brigands ici à 50 ans qui n'ont reçu aucune éducation. Voilà le pays dans lequel nous vivons. Un tableau véritablement sombre du francophone. Avec vous, Lucien Ouassi, il y a un plan machiavélique qu'ont pensé certaines personnes. Le cardinal a un plan machiavélique. Dans ma posture de journaliste, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour douter de la bonne foi des hommes d'église. Ça, je vais le dire. Et maintenant, aujourd'hui, on parle de la crise anglophone. Je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on aborde plutôt les pistes de sortie. Et c'est une proposition de piste de sortie que le cardinal... L'initiative du cardinal. Voilà, propose. Pour moi, il était important de laisser faire. On parle de dialogue national, bien entendu. Il propose un dialogue, il ne propose pas autre chose. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour douter du fait qu'il y ait un agenda caché. Mais le gouvernement relève deux conditions. Là. Comme monsieur l'a dit... Oui, pour l'initiative, mais... C'est le deux points. Oui, j'ai suivi également c'est le feu la sortie, et la libération. J'ai suivi attentivement la sortie du ministre de la Communication qui disait qu'on ne peut pas demander à une armée régulière de déposer les armes, oui. Ce qui est peut-être vrai parce que c'est difficile. Mais je dis, dans notre contexte, c'est devenu tellement difficile. Ça fait 2 ans que cette guerre dure. On ne peut pas aujourd'hui, à un moment donné, on va laisser les égos d'un côté et on va chercher à s'asseoir et à parler. Voilà une solution proposée aujourd'hui par les hommes d'église. Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi avoir des prérequis avant sans toutefois essayer? À mon avis, on peut essayer, on peut tenter. Camille Nelège, je termine avec vous. Que cache cette levée de bouclier, toute l'initiative du cardinal Toumi? Cette levée de bouclier, c'est tout simplement de la fébrilité. La fébrilité de gens qui ont toujours estimé que Monseigneur, le cardinal Toumi, est un personnage iconoclaste qui a eu le cran de dire un jour à M. Biya d'aller se reposer parce que lui, à son âge, il s'est reposé et qu'ils sont de la même classe d'âge et qu'à cet âge-là, on n'a plus tellement d'énergie, mais on devrait plutôt se reposer et être comme une sorte de modèle pour les enfants. On estime que le cardinal Toumi, à plusieurs reprises, il a été un peu plus vite que les politiques dans ce pays depuis les années de Brest jusqu'à aujourd'hui. On estime que c'est une voix qui qui fait un peu mal aux oreilles et grincer les grinçantes. Mais moi, je pense que le cardinal Toumi a été très très intelligent en ne personnalisant pas la voie de piste qu'il est en train d'ouvrir au niveau des catholiques seulement, parce qu'il a pris aussi les protestants, les musulmans, et maintenant, il a voulu associer à cette démarche tout un ensemble de personnes de la société civile et même de personnes qui sont nées dans le sud-ouest et dans le nord-ouest, ce qui est quelque chose de très très bien. Mais ce que l'on peut noter, c'est que
le candidat Toumi ne donne pas une solution comment dire, une solution magique. Il dit que ce que nous voulons faire une réunion dans laquelle les anglophones vont se retrouver, du sud-ouest, du nord-ouest, parler. Désigner leurs représentants. Non seulement désigner leurs problèmes, se parler, faire le tour du problème, prendre les contours du problème. Et maintenant, après avoir fait le tour, et après nous être mis d'accord sur un certain nombre de propositions que nous pouvons emmener vers un grand dialogue national. Parce que de l'autre côté, le gouvernement a toujours dit on va dialoguer avec qui? C'est pour ça que lui, le candidat Toumi dit que nous dialoguons et ensuite maintenant, après cela, nous allons présenter les interlocuteurs. Un grand dialogue national, parce qu'avec tous les autres, c'est pas seulement un problème d'anglophones et pour les anglophones, mais c'est pour tout le Cameroun. Moi, c'est le départ. Bon, maintenant, quand on parle de prérequis, les deux conditions qu'il a posées, moi, je les trouve un peu puériles. Un peu puériles. On ne peut pas demander, par exemple, de démilitariser le sud-ouest et le nord-ouest. Pour laisser quoi? Vous avez dans le sud-ouest... Non, est-ce que c'est ce qu'il a dit? Il a demandé un cessez-le-feu. Mais de cessez-le-feu, vous allez demander de cessez-le feu à qui? Ce n'est pas une armée face à une autre armée. C'est des bandes armées face à l'armée. C'est des bandes armées face aux populations. Vous allez les contrôler comment? Vous allez dire que, bon, écoutez, nous, les militaires, nous cessons le feu, vous aussi cessez le feu. Vous allez dire ce qui... Vous savez comment ces gens vivent dans les brousses? Voilà. Donc, moi, je pense qu'il est un peu utopiste et réaliste de considérer qu'on peut dire cesser le feu comme comme si vous étiez dans une situation où il y avait une bataille entre deux armées. Non, c'est pas deux armées. C'est l'armée asymétrique là. C'est l'armée, oui, mais absolument asymétrique. C'est devenu une guerre civile aujourd'hui. La guerre civile est en train de prendre des proportions de plus en plus effrayantes. Bon, maintenant, où est-ce que vous avez vu l'armée abandonner tout un pays? Vous l'abandonnez à qui? Vous l'abandonnez. Abandonner, c'est retirer dans les casernes. Mais quand vous retirez dans les casernes, ça veut dire que vous n'assurez même plus l'ordre public. Vous n'assurez pas. Il y a la gendarmerie et la police qui sont chargés du maintien de l'ordre. Mais ça veut dire que c'est tout le monde, c'est pas seulement la gendarmerie et la police. On dit démilitariser. Démilitariser, les gendarmes sont des militaires aussi. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez ce qui se passe? Est-ce que vous savez que même du côté de Fongotongo, vous arrivez après Fongotongo, vous allez trouver une barrière, on vous dit de payer avant de passer. Exactement comme vous voyez en Côte d'Ivoire il y a quelques années. Donc moi, pour revenir à l'idée du cadenas Toumi, moi je pense qu'elle est absolument admirable. Il faut l'accueillir, il faut la prendre, mais maintenant, il faut voir dans quelle mesure elle peut être un début de solution. Un début de solution, pourquoi? Ça fait 2 ans que cette crise dure, mais ça fait 2 ans qu'on parle de dialogue. Le président de la République, face au coup de feu, face aux assassinats, a lui créé la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, comme si la guerre civile était une question de multiculturalisme et de bilinguisme. Moi, j'ai trouvé ça absolument... Non, c'est un début de solution, parce que Abdul Karim disait que parmi les résolutions de 93 et 94, il y avait ça. La commission... C'est un début de solution. La commission du bilinguisme a un rôle uniquement consultatif. Oui. On dit, vous descendez, vous parlez avec des gens, vous transmettez au chef de l'État. Voilà. On n'a pas dit que... Et maintenant, qu'est-ce que cette commission a fait? Elle a réussi des conciliabules. C'était pas des dialogues, des conciliabules. Elle allait rencontrer des groupes de gens, elle rencontre ici, et ensuite elle fait ses rapports qu'elle envoie pour dire. Nous n'avons jamais su exactement avec qui cette commission a discuté. Et discuté de quoi? Bon, maintenant... Ça a été pour moi une mesure assez timorée, dans la mesure où face à la situation qui se dégrade chaque jour davantage, ce n'est pas une commission du bilinguisme qui va venir régler cela. Il faut passer à autre chose. Il faut donner du volume et du contenu à ce dialogue dont tout le monde parle, mais que personne n'arrive à implémenter. Alors si le cadenas Toumi dit que nous, les anglophones, nous allons nous réunir, après nous être réunis, on pourra mettre maintenant une grande conférence inclusive où tout le monde sera pour parler des problèmes. Parce que le problème aujourd'hui, ce qu'on appelle crise anglophone, ce n'est pas une seule crise, c'est des crises. Il y a la crise anglophone qui est issue des problèmes de malgouvernance et de gêne. Mais il y a aussi la crise de la sécession. Parce que la sécession, elle, c'est une crise absolument à part. Vous avez face à vous des gens qui disent que nous voulons faire notre pays, c'est notre pays, vous restez avec votre pays, c'est notre pays. Vous allez discuter quoi avec eux? Ils vont vous donner quelles concessions? C'est à ce niveau que se pose le problème. Donc, il y a la crise de la sécession qui est une crise absolument... douloureuse et difficile à gérer, et maintenant la crise anglophone qui est un ensemble de frustrations et de règlements qui peuvent être faits. Or maintenant, les gens ont peur de quoi? Les gens ont certainement peur. Quand je dis les gens, c'est-à-dire que la nomenclature a certainement peur que au terme de cette
Qui est l'émergence d'une nouvelle force. Oui. Une force peut-être qu'on pourra plus contenir et qui va peut-être jouer une sorte de rôle de constituante qui va mettre le couteau à la gorge du gouvernement. Non, moi je pense qu'il faut respecter cette voie, il faut la suivre et voir comment on peut se mettre d'accord, mais pas jeter l'eau et l'eau du bain. Okay. Abdul Karim. Yeah, can I interject? Papa, without any disrespect, but there are a few things I would like to sit straight here. I want to thank the brother there. I've never met in my life a francophone that speaks dishonestly in my life throughout. And I have francophone friends. I study with francophones, but I've never met one who speaks so honestly. Papa, I have 3 points I want to interject with what you said. Number one, talking about demilitarization, I'm coming from the Northwest. I've been in the crisis land since it started. I'm actually embedded in it. The military has not done anything except foiled it. You have military who rape children. You had the news. They rape their own children. And the challenge is, sir, withdraw the military. Let's see if the people you call terrorists will shoot one person again. Withdraw them. And we're not saying that law should be out of a land. We have police, we have gendarmes. But you don't bring a military to fight its own people. And notice this very carefully. The people you call terrorists have not attacked or even as much as hurt a single Anglophone, a single Francophone living in the Northwest or Southwest. They have not come across to attack anyone. They go to the bushes, people's mothers are being burnt, people's daughters are being burnt and killed, and then they fight back. Imagine a military fighting its own people at this level. If you don't demilitarize the zone, I say all that happens is foiling it. Now we are talking about killing. Cases of rapes are in court. Raping a 17-year-old with a child in broad daylight. Military. It is unheard of. And then talking about secession. This word secession. Trust me, there is no case. Anybody who has honestly studied the history of Cameroon, secession is not part of it. It's not part of it. And these are the words that provoke. We need to use the right terminologies. Okay. If you know the history of Cameroon, secession is a good case of South Sudan or Korea. Southern Cameroons and La République du Cameroon, they came together. We need to admit this is history. And if one party says, I want to stay away, in English it's not secession. You can call it separation and so on, but it's not secession because it wasn't one in the first place. Secession is one whole thing and then a part is trying to leave. But two things that come together and united, the other one trying to leave is separation. If you call it the right way, it makes sense. What I'm saying is that if you want, for example, Trinity, you have to define the Trinity correctly to debate a Christian. You will not change his definition to just because you want to ridicule him. Define it correctly and then debate him. Then talking about, he said one other thing about the conference that Cardinal Toomey did not do well in asking the president to demilitarize. I'm going back to that, sir. And he's saying that we shouldn't talk with the secessionists. I want to use your words. Those are the real people to speak to. Cameroonians, Southern Cameroonians, it's not all of them who want to separate. There are some who are for federal opinion, some are for unionist opinion. So who are the ones who are very hurt? The ones you are terming secessionists, whom I will call separatists. These are the people to honestly talk with. If you consider them part of you, you have to talk to. And if PA is thinking otherwise, we were all here on the 22nd of September last year and the 1st of October. How many people were on the street? What were they chanting? And if you think it's a lie, furthermore, do a referendum and then you get the numbers. Do a fair and a clean and fair referendum and then you get the numbers. What I say is when we come on podiums, we should refrain from using provocative words on a wound that is already so bad. Don't put more salt. I'm not saying pamper it, play with it, but use the right words. I'm saying that if we agree that these two countries came together and one part is feeling unsatisfied to go away, it is not secession, it is separation. So I will say that. On reste sur l'idée du cardinal, hein? Yes. Parce que la thématique c'est est-ce qu'il est incompris. On a comme l'impression que beaucoup n'ont pas compris véritablement où est-ce qu'il allait. Donc ça prête à confusion. Ça prête à confusion. My brother, the cardinal is well in order. To solve a problem, there is a start point. This problem is coming from what you call the Anglophones. He says, look, there are many fractions, just like I said. Certains même pensaient qu'on a exclu. Certains pensaient que les francophones devaient aussi faire partie de cette conférence. See what he said.
Cardinal Toumi said, if you were there as a bona fide child of Southern Cameroons, or if you were born before 1961, and then see what he does, what many Anglophones will not agree. He says, we are inviting the governor of the Southwest and the governor of the Northwest to come and partake. Is that not a full representation, which Southern Cameroonians would object? Cardinal Toumi, when you look at that letter carefully, irrespective of what people want or they don't want, it's a well-calculated letter for any country that wants peace. Any country who wants peace will agree with it. And like my brother said, those behind all the mathematics about it, look, you're seeing this point like this, if you allow it, are our brothers Francophones. Because who is benefiting from war? When there is war, someone is benefiting, the people in power. Ok, merci. On va revenir dans un instant, le temps de faire un tour du côté de la rédaction centrale avec Cédric Noufélé. Cédric, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà le 20h aujourd'hui, 2-3 escales. Ce soir, nous évoquerons ce problème de gestion des cas d'indigence dans les hôpitaux publics à la suite des images choquantes de jeunes mères et leurs bébés séquestrés dans une maternité et contraintes de régler les frais d'accouchement. L'hôpital central de Yaoundé, mis sur le banc des accusés, balaie d'un revers de la main ces allégations. Vous suivrez dans ce journal son directeur présenter sa ligne de défense, non sans poser le problème des cas d'indigence dans les hôpitaux publics. Vous suivrez également dans le journal de 20h la réaction du gouvernement à la suite de la libération des autorités traditionnelles dans la région du Sud-Ouest. Ces chefs traditionnels ont été reçus chez le ministre de l'administration territoriale, mais aussi chez le chef du gouvernement. Et ce gouvernement appelle les bandes armées sécessionnistes à déposer les armes sur le théâtre de la crise anglophone. Et ensuite, le G20 qui sort de sa réserve après cette avalanche de critiques à l'encontre de ces leaders politiques qui ont choisi de soutenir la candidature de Paul Biya. Et Maître Jean de Dieu Momo s'exprime après cette implosion de son parti politique, lui qui a perdu des cadres et son vice-président à la suite de sa décision de soutenir le chef de l'État, Paul Biya. Dans l'escale internationale ce soir, nous allons évoquer les élections présidentielles dans les différents pays africains, notamment le Zimbabwe, où le chef de file de l'opposition conteste la victoire de celui qui a pris la tête du parti au pouvoir à la suite du débarquement de l'ancien président Robert Mugabe, mais aussi la situation de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo. Serge Alain. Voilà le développement de tous ces titres. C'est dans un instant dans le journal de 20h de Cédric Noufélé et après le débrief. Retour sur le plateau équinoxoire. Mars, dites-moi, des femmes incarcérées à l'hôpital central, vous avez regardé ce reportage et surtout les explications du directeur. Comment vous le sortez après les avoir regardé ce reportage? Vous le sortez comment ce reportage? J'ai un sentiment de tristesse et la situation est pour moi une situation alarmante. Alors, vous voyez, on a des choses sur des réseaux, on voit des choses sur les réseaux sociaux. On essaie également de faire notre petite enquête et on trouve que les faits sont fondés. Mais comme je vous ai dit, nous sommes dans un pays où il y a un ensemble de zélés. Alors, le directeur de l'hôpital qui fait moi j'aurais appelé ça du one-man show, mais pour être plus poli, je vais appeler ça du sensationnel, ça. Alors, il vient vous dire, on n'a qu'un cas d'une dame, c'est un cas exceptionnel. Vraiment, on a des situations où on envoie des gens ne peuvent pas payer. On leur dit, venez même prendre votre maman, rentrer avec votre maman, c'est gratuit. Ça, c'est de la poudre aux yeux, ça. Mais c'est dans cet hôpital central que nous avons vu, il y a 2 ou 3 ans, une dame qui venait accoucher et qui est morte parce qu'elle ne pouvait pas payer les soins pour 93 000. Elle n'a pas pu accoucher. Et qu'on vient nous dire aujourd'hui
qu'on a dit aux gens venir, c'est gratuit, ou que c'est un fake news. Mais moi, je m'attendais à ce qu'ils fassent comme le ministre de la Communication, qui est devenu maître dans l'art de la comédie, qui nous dise carrément que c'était que c'était au Mali. Excusez-moi, on parle vraiment. C'est une situation, je ne peux pas faire autrement. Les mots sont là pour être utilisés et ça fait mal. Il faudrait qu'on cesse de prendre des Camerounais. Il faudrait qu'on cesse de prendre des Camerounais pour des... Ok, mais il faudrait qu'on cesse de prendre des Camerounais pour des imbéciles. Ce n'est pas seulement... Mais des gens ont enquêté. J'ai vu quand on passait là, j'ai vu le journal Le Jour, j'ai vu le Messager. Mais on vient dire, écoutez, il faut qu'on arrête cela. Bon, maintenant, de l'autre côté, regardez le Gabon. Au Gabon, on vous dit, il y a une loi. On vous dit, si vous êtes enceinte, quoi, comment on appelle ça là, de l'analyse c'est prénatal là, jusqu'à l'accouchement, le gouvernement gabonais prend en charge. Si c'est pas césarienne, en charge. Les médicaments en charge. On se moque de qui là? Il faut que le gouvernement du Biya arrête ça. On commence à en avoir mal. Je vous remercie. Et vous, la jeune mère, comment vous réagissez face à ces images? Oui, je suis d'abord, en tant que femme, je suis d'abord très choquée de voir ces images. Je me serais attendu que le directeur sorte et qu'il dise ces images n'ont pas été faites de l'hôpital. Mais alors, je reste sur les... Il reconnaît que c'est l'hôpital, il dit que les lits sont bien dressés. Il reconnaît que c'est l'hôpital, il essaye de démontrer que non, les lits, voilà, elle s'amusait à se coucher au sol. Là, je suis doublement choquée. Parce que ce que j'ai vu sur ces images, c'est des femmes qui, dans un hôpital, et lorsqu'on connaît les règles d'hygiène dans nos hôpitaux, qui sont couchées à même le sol et qui allaitent leur bébé avec sur des matelas de fortune, il faut le dire, et qui sont serrés, qui sont une dizaine dans une petite chambre, dans une chambre. C'est ce que j'ai vu sur la photo. Et alors, quand j'ajoute à cela la sortie du journal Le Jour et du journal Messager, je fais quand même confiance aux confrères et je sais qu'ils ne peuvent pas raconter des bobards. Je dis, c'est très grave ce qui se passe. Et voilà alors un moment de rappeler au ministre de la Santé que voilà l'importance même de la couverture de santé universelle. Parce qu'on arrive à un niveau où une femme va accoucher et ne peut pas payer les frais d'accouchement qui, normalement, parce qu'on nous dit même pas déjà si elles ont accouché par césarienne, parce qu'on nous dit que dans les hôpitaux publics, si vous accouchez normalement, un accouchement sans problème, c'est moins de 20 000 ou moins de 10 000 francs, je crois, quelque chose comme ça. Toutes les femmes peuvent se le permettre, ou si une femme n'arrive pas à se le permettre, l'hôpital peut quand même endosser. Ou encore, que fait le service social au Cameroun? C'est autant de questions qu'on peut se poser. Mais du moins, c'est plus de 4 000 naissances par an à l'hôpital central. Est-ce qu'on peut... Plus de 4 000 naissances, mais est-ce qu'on peut dire qu'au Cameroun, 4 000 personnes n'arrivent pas à payer leurs frais de santé? Ça, je ne pense pas. Parce qu'en même temps, il ne dit pas. Il y a des femmes qui arrivent à l'hôpital et qui sont... Et qui sont prises au piège de la surenchère. Parce que c'est ce qui se passe également dans les hôpitaux. Vous arrivez, s'il y a des frais qui coûtent officiellement 10 000, vous faites de la surenchère, vous vous retrouvez avec des factures de 40, 50 000 à la fin. Vous n'arrivez pas à payer. Parce que c'est également un problème que le directeur ne va pas venir devant les écrans et dire voilà ce qui se passe dans mon hôpital. Vous déposez une caution de 500 000. Vous faites un jour. Vous avez déjà vu dans un hôpital d'État où on a remboursé une caution. Vous déposez une caution de 500 000. Un jour après, on vous dit c'est terminé. Non, il faut qu'on arrête ça. Ça commence à faire mal. Camille Nélé, le directeur semble surfer sur la manipulation. On en parle beaucoup ces derniers temps. Les réseaux sociaux, ils sont accusés à travers, on parle de manipulation et tout et tout. Vous pensez qu'il y a eu manipulation, que c'est des images montées pour discréditer l'institution dont il a la charge? Le directeur de l'hôpital central ne veut faire Il est dans son rôle là de défendre. Il veut nous faire croire que c'est sa parole contre celle des journalistes. Que c'est sa parole contre les images. Quand même deux quotidiens qui ont... les images qui ont fait le tour du Cameroun et bien entendu des réseaux sociaux. Non, vous savez, il se défend mal. Il se défend mal et c'est pas de cette manière qu'il aurait dû argumenter, comme le dit ma jeune consoeur. Ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe dans nos hôpitaux est parfois inénarrable, tout simplement. Est-ce que vous savez qu'à l'hôpital de la Cantine de Douala, on est à l'hôpital central, mais à l'hôpital de la Cantine de Douala, il y a ce qu'on appelle le code, qui ne veut rien dire de tout. C'est-à-dire que vous allez, on vous prescrit des médicaments, on vous dit code, on met un prix arbitraire sur le code. Vous vous demanderez, mais le code, c'est quoi? Il y a des gens qui achètent des médicaments 4-5 fois par jour, ils vont avoir 4 ou 5 codes. Il faudrait un jour qu'on fasse une enquête sur ces codes-là. Mais à cause de ces codes, il y a des gens qui ont rendu la l'hôpital à la quantité. Mais ne parlons pas, est-ce qu'il faudrait aussi parler de ces corps qui ont même été abandonnés par leur famille, tout simplement parce que les frais de morgue étaient tellement devenus importants que ces familles se sont dit que bon, vraiment, nous, on ne peut pas. Et à ce moment-là, l'hôpital est
obligé, 5, 6, 7, 8 mois après, d'annoncer que les gens n'ont qu'à venir chercher leur corps, ou bien ils vont être balancés dans la fosse commune. Non, le problème de la couverture sociale, le problème de nos hôpitaux est un problème extrêmement grave qui n'est pas suffisamment pris à cœur et par le ministère de la Santé et surtout par le ministère des Affaires sociales. Parce que qu'est-ce que le ministère des Affaires sociales fait par rapport au cas d'indigence que l'on rencontre dans les hôpitaux? On a parlé de césarienne. Imaginez une femme qui arrive à l'hôpital et on réalise subitement qu'elle doit être opérée et elle n'a pas d'argent. Si elle n'a pas, qu'est-ce qui arrive? Il y a 3 ans, il y a cette femme qui n'a pas pu faire face aux frais de césarienne. Elle est morte. Mais il y en a qui se retrouvent dans une situation telle que si vous ne donnez pas une caution, on ne vous opère pas. En attendant, quand c'est la césarienne, ça n'attend pas. Donc il y a ces cas qui font que le système sanitaire au Cameroun, on dira tout ce qu'on voudra et les gens penseront peut-être que nous sommes en train de passer le temps à chicoter notre gouvernement, mais il y a plein de choses qui méritent d'être réglées dans ce pays. Abdou Karim, un problème de gouvernance, une fois de plus, de ce côté-là. Yeah, absolutely. Cameroon is a failed state. You know, there are basic things that a good government does for its people. Actually, you talk of health, education, accommodation, and feeding. That is what a good government does. Mr. Mark just said in Gabon, from prenatal to birth is being taken care of by government. This is what occurs even in the Philippines. In the Philippines, once you're at the age of 45 to 50, when you go to the restaurant, your price is different. When you go to the hospital, your price is different. And then you find a director of a regional hospital coming to tell lies. That guy is telling lies. Ask one of the women and the child. They will give you the real story. He's telling lies. When you talk of prison, journalists have different words, different ways of using words. Maybe he thinks prison means you must go to Kondengi or to New Bell. When you keep people from their freedom, you say, don't go out of this place, you're in prison. And that is what he has probably done. What I'm saying is we have ministers here who collect taxpayers' money, buy vehicles and houses for young girls, go to France and America and Asia to enjoy holidays, and we have people dying at birth. It is appalling. It is the voice of skepticism that no one can agree. This is a horrible, and he's not ashamed to come and say that. Those women, he said how many thousand? We saw about... No, but we saw about, he showed us about 13. And they are owing how much? And those women could not have put to bed in that hospital without some advance, without some deposit. That guy is saying that he is saying that he cannot. On ne vous admet pas sans payer la caution. Yes, never, not in this country. You have to pay something. You have to pay something. So that director is saying that him as a father cannot take charge of those bills and deal with it later. He has to let it degenerate to this level. You know, Cameroonians have left the spirit of the law. They keep following the law by the letter. And you being Christians, you know that is exactly what Jesus Christ was teaching against. He was saying, stop following the law by the letter. Let it have some spirit behind it. Have some humanity. We have lost humanity. It comes down to, this is not bad management, this is evil management. Je reviens à vous, Kaminele. On a suivi le ministre à Tanganji, un ton assez ferme. Il s'adresse, il recevait les chefs traditionnels qui ont été pendant 2 ans, 2 mois, 2 semaines, je veux le dire, pardon, en captivité. Mais moi je pense et il promet des lendemains meilleurs. Difficile. Non, moi je pense que c'est le temps d'un ministre de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur n'a pas à être tendre, surtout en période de rébellion, en période de guerre civile. Parce que le Cameroun est en guerre civile. C'est-à-dire que nous ne mâchons pas les mots. Quand j'entends mon voisin dire tout à l'heure ce que vous appelez terroriste, ce que vous appelez séparatiste, non. Le ton ne doit pas être à l'apaisement. Non. Le ton ne peut pas être à l'apaisement. Le ton ne peut pas être un temps qui dit que vraiment, s'il vous plaît, déposez des armes. Non, ce n'est pas s'il vous plaît. Donc je suis en train de dire que le problème est que la situation dans laquelle nous nous trouvons, parce que si lui, il avait un de ses enfants qui avait été égorgé parce qu'il est policier, qui avait été tué et dont on avait emporté le sexe, moi je pense qu'il ne parlerait pas comme ça. Nous avons face à des tas de personnes qui ont pris des armes pour aller contre l'État. Moi je pense que même s'ils avaient des revendications, au nom de ces revendications, personne n'a le droit de prendre des armes et doter des vies. Et moi je pense que le ministre de l'Intérieur est dans son rôle de dire que nous n'accepterons pas ça et aucun pays n'a jamais accepté ce genre d'action. Vous êtes certainement jeune, mais si vous aviez suivi les événements de la guerre civile du Biafra dans les années 60, il y a eu 1 million de morts. 1 million de morts, mais pendant 3 ans. Mais parce que les Ibo revendiquaient, ils voulaient leur État. Ils ont franchi toutes les limites de l'horreur, tout simplement parce qu'ils voulaient leur État, leur pays.
Mais il y a des enfants, des femmes, des enfants égorgés, tués, massacrés et tout. Mais ce n'est pas parce qu'on veut, on veut sortir d'un pays et on ne sait au nom de quoi, qu'on doit accepter, on doit dire que non, on n'a pas le droit de les appeler terroristes. Ce qu'ils font, c'est du terrorisme, c'est de la barbarie. C'est de la barbarie. Moi, je pense que le ministre de l'Intérieur, autant que le ministre de la Défense, n'a pas à faire de l'angélisme. La situation est tellement grave. Nous sommes en guerre. Nous, ici, nous sommes confortablement assis devant la télévision. Nous lisons dans les journaux, nous voyons des images sur Facebook. Mais allez dans le Libéalem, allez dans la famille de ce sous-préfet qui a été enlevé le 11 février, tout simplement parce qu'il était en train de vouloir organiser la fête de la jeunesse. Et donc, on n'a jamais retrouvé le corps. Vous dites que c'est les militaires qui l'ont tué? C'est les militaires qui égorgent les policiers? Non, moi, je pense qu'il faut prendre les choses dans leur réelle mesure. Être froid, nous dire que l'État du Cameroun est agressé par des gens. Quand le ministre dit déposez, nous vous invitons à déposer les armes. Il est en train de s'adresser à des groupes sans visage. Mais de même que moi, je dis que je suis d'accord avec lui, de même, moi je pense qu'on ne peut pas nous dire que nous devons accepter le fait que il n'y a pas, on doit maintenir, on doit relaxer tout ce qui a été arrêté dans le cadre de la crise anglophone. La première vague des personnes qui ont été arrêtées et relaxées, moi j'étais d'accord, mais moi je m'attendais à ce qu'on les relaxe tous. Ça aurait permis de décrisper la situation. On ne l'a pas fait. Je n'ai jamais compris pourquoi on a laissé des Bibi Simancho et tous les autres en prison. Mais autant, moi je n'ai pas été d'accord qu'on ne les remette pas en prison. Je n'ai pas apprécié qu'ils soient maintenus en prison. Autant j'estime que Suzuko Ayuk Tabe mérite d'abord qu'on comprenne les motivations de son mouvement. On ne peut pas le laisser le remettre en liberté aujourd'hui par perte et profit en estimant que non, c'est pour la décrispation. Il faut comprendre pourquoi. Parce qu'on l'a vu dans les réseaux sociaux, parler aux gens, adopter un ton haineux, montrer que tous les attributs de son pays. On a vu que voilà quelqu'un qui est allé en guerre contre un État. Donc moi je pense qu'on ne va pas dire que bon, pour décrisper, vous êtes sûr que si on le relaxe aujourd'hui, il peut parler à ces multiples bandes armées, il peut leur dire baisser les armes. Non, la situation, moi je pense, impose un ton ferme, impose une certaine fermeté de l'État. Pas de la faiblesse, l'État n'a pas le droit d'être faible. Oui, Lucien Voici, sur le ton du ministre Tangandji. Alors, je vais dire comme le grand frère, le ministre est dans son rôle, mais sauf que je l'ai trouvé assez dur quand même. Parce que quand on se souvient, quand cette crise a commencé il y a cela 2 ans, c'était le même ton. Ouais. C'était le même ton. Mais il n'était pas encore aux affaires. Pas forcément de lui. Pas forcément de lui. Quand je dis c'était le même ton, c'était le même ton de l'administration. Parce qu'on a vu un mouvement des avocats qui sont descendus dans la rue, qui ont été chiffonnés, qui ont été tapés, des toges arrachés. On a vu des étudiants à l'université de Boya traîner dans la boue. Et je pense que c'est cette situation qui a contribué à envenimer ce qui se passe aujourd'hui. On en est où avec la violence? Je pense qu'on est à l'heure de l'apaisement. On n'est pas à l'heure. C'est vrai, c'est un ministre. Il doit avoir un ton dur, comme l'aîné dit. Mais aujourd'hui, il n'est pas question d'avoir un ton dur ou de ne pas avoir. Ces sécessionnistes, ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais qui ont pris des armes. Et quand dans un pays, il y a des enfants du même pays qui prennent des armes contre leurs frères, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que même si vous êtes un père à la maison, vous avez un enfant qui se rebelle, et que vous frappez la main sur la table, vous prenez la chicotte et l'enfant ne se redresse pas, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il faut changer la démarche. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de changer la démarche. Utiliser la guerre, utiliser la force, ça ne va pas résoudre le problème. On a commencé par la force, ça fait 2 ans, la situation s'est compliquée. Il ne faudrait pas qu'on oublie qu'il y a quelques semaines, le ministre chargé de la Défense a failli laisser sa peau dans le sud-ouest. Il a failli laisser sa peau. Il avait dans ses trousses près de 6 généraux. C'est une situation assez grave. Voilà, c'était assez grave pour comprendre qu'aujourd'hui, il faut changer de stratégie. Il faut vraiment revoir ce qu'il y a à faire pour mettre fin à cette crise. C'est en ce sens que la démarche de Monseigneur Toumi, du cardinal Toumi, est absolument nécessaire. Et on doit explorer cette voie. C'est-à-dire amener les gens à se regarder, à circonscrire le problème et maintenant à trouver une solution globale. Et non plus à rester dans des tranchées. En réalité, le temps devrait être un ton pas discourtois, non plus impérieux, mais ça devrait être un ton à l'apaisement. Parce que vous voyez, lorsque le ministre parle d'un ton ferme, je pense que c'est toujours une autre forme de déclaration de guerre. C'est-à-dire que ceux qui sont de l'autre côté se disent, ok, il a parlé avec un ton coriace pour dire vraiment, on va aller en guerre. Ok, les gars vont se placer aussi. Ils se braquent aussi. Ils se braquent aussi. Ok, ils sont déjà braqués depuis longtemps. Que le ministre reconnaisse qu'avant qu'il ne soit ministre de l'administration territoriale, il était l'une des premières personnes à dire qu'il n'y avait pas un problème anglophone. Donc, lui, il incarne un échec. Du coup,
il faut qu'on laisse la place au candidat Tchoumi, qu'il fasse le travail et qu'on ait le résultat de ce travail. Okay. Yeah, my dear. Thank you very much. The wise person learns from his mistakes, but the wiser person learns from the mistake of others, because you don't have all the time to make your own mistakes. You know, after 9/11, America thought going to Afghanistan to start a war was going to solve their problem. They spent $4 trillion in 14 years. Until today, what do we have? ISIL, Boko Haram, all springing from that. Before 2004, before 2002. Yeah, I mean in Afghanistan. No, I'm talking about Al Qaeda. What gave birth to ISIL? What gave birth to Boko Haram? It's all those things. Before 2002, there hasn't been a single suicide bombing, someone putting bombs to go and kill people in Afghanistan. Soon as America invaded that country, there has been 1,900 suicide bombing, killing over 20,000 people. War does not help anything, at least when it comes to fighting terrorism. War does not help. I would just like, give me 2 minutes, let me brief us. How he's saying who are the one killing soldiers. I'm not, as a Muslim, I don't promote violence. Killing of innocent lives is totally against Islam, chapter 5 verse 32. But who started killing? She just touched something. Abdul Karim. And I just want to solve it. We want to solve it, so but we are in the light of solving, but it's good so that we have the proper education. He just said Mr. Atanganji denied the problem. His denial of the problem when the lawyers marched, he came back to Bamenda on the 8th of December and decided to march that there was no problem. The first person died, Akum Julius. On the 22nd of September, nobody had touched a police. About 200 Southern Cameroonians were registered dead. On the 1st of October, about 400 before the first Southern Cameroonian attacked the police. If we don't put it in context, when you keep skipping all this part, pretending as if the government is all in order. Come on, I work my money, pay the taxes, we buy you guns, we buy you uniform, and then you kill my sister, you kill my mother, you rape children. She said the cases of Boya. We need to address it squarely. And like they said, that tongue is not the right tongue. If people can resist you for 2 years, they can resist you for 10 years. You have to be soft. You have to be soft. You have to have finesse in your language. You need to be better than what you are. Look at what Obama did, and look at what Bush did. Obama has achieved more in terms of peace than Bush because he was softer in speech. You have to be softer in speech, tactical in your brain. You don't just, okay, they brought the chiefs to you, and now you're saying you're going. Are you the one who brought the chiefs? Did the chiefs escape? They were released. The chiefs did not run from captivity. They were released. Ça me permet de poser la question. Vous pensez que quel est le message qu'il a fait passer au chef? Sorry? Le message. Oui. Nothing. He simply wants to give them some money. Mais il est bien évident quand vous regardez ces chefs traditionnels, vous comprenez que... Plus sérieusement, Kamine, ils ont une mission quand ils vont partir au sortir du bureau de... Of course, let me add one thing. Yeah, he will try to ask them where were you and so on, and most importantly give them money. But when you look at them, come on, this country is a movie. There's a movie in Nigeria called Wasted Years. Cameroon is such a movie, Wasted Years. Oui, Kamine. Non, écoutez, moi... Est-ce qu'ils ont une mission après? Non, je pense qu'il ne faut pas analyser cette situation de manière triviale comme ça se fait. Nous sommes d'abord devant un drame. Voilà des chefs traditionnels qui ont été enlevés par des inconnus. Pendant 2 semaines. Qui les ont séquestrés pendant 2 semaines. Vous avez vu le dos, il y a des séquelles. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans un confort 4 étoiles. Et vous allez dire on doit applaudir à cela, on doit regarder cela, parce que vous allez vous dire que qui a commencé, et moi aussi je continue. Non, moi je pense que nous sommes arrivés dans une situation telle que l'autorité de l'État est bafouée, la morale est bafouée. Les gens arrivent, vous séquestrent, vous amènent, et maintenant vous lâchez quand ils veulent. Non, il n'y a plus d'ordre. L'État est en train de perdre toute son autorité. Moi je pense que dans une situation comme celle-là, il était tout à fait normal que ces personnes qui ont été libérés, on ne sait toujours pas dans quelles conditions, on ne sait pas si les rançons ont été payées, on ne sait pas si c'est une action de l'armée ou ça a été délibérément du fait de ceux qui les ont enlevés, parce que ça aussi, il faudra qu'on arrive à comprendre cette situation. Mais maintenant, ils sont arrivés, on les a vus. Est-ce que vous voulez dire qu'ils n'ont jamais été séquestrés, enlevés? Vous voulez dire qu'ils ont été pris par des gens qui les ont câlinés et prônés pendant 2 semaines avant de les relaxer? La situation dans le sud-ouest, nous sommes en guerre, c'est une guerre civile. Et moi je pense que au-delà du ton angélique que certains attendent, non, on ne peut pas prendre un ton angélique. On doit dire que quel est le problème. C'est pour ça que moi je dis toujours que l'action, la démarche qu'entreprend mon cher le cardinal Tchoumi est d'abord d'essayer d'amener les uns et les autres à comprendre pourquoi cette guerre. Parce que ce n'est pas le problème. Et ça passe justement par
c'est le feu. Alors pourquoi la guerre civile? Pourquoi même les gens veulent-ils partir? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cela? Est-ce qu'ils peuvent déposer les armes et rester toujours dans le Cameroun? Parce que c'est ça aussi. Parce que l'histoire est en train de prendre même une forme de fanatisme aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le fait que le ministre attend qu'elle les ait reçus. Il est tout à fait normal qu'il les reçoive, qu'il leur demande qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est pas une histoire où il les a reçus pour leur donner de l'argent. Non, moi je pense que ça démontre aux yeux des Camerounais que la situation est telle que ce n'est plus un jeu. Ce n'est pas un film, comme dit mon cher Abdou Karim. Ce n'est pas un film, mais c'est que la guerre n'a jamais été un jeu. Et à la guerre, les choses ne sont pas toutes rigolotes. La situation au Cameroun est extrêmement sensible aujourd'hui. Voilà, on va terminer. Monsieur Marx, 1 minute. Je vais essayer ça. Oui, rapidement, il nous reste un dernier petit sujet. Ce que je veux dire, les Camerounais ont cette habitude de séparer l'État entre ce peuple. That is the African mentality. Mais l'État, c'est qui? C'est le gouvernement avec ce peuple. Quand on dit l'État doit prendre son autorité, who is the state? Is the people and the government. On a vu, we saw the same thing in Spain avec Catalonia. They had a problem, but the state did not start killing its own people. We are talking as if it is Cameroon against maybe Nigeria. No, this is a country and its people. This is not how you treat business in the house. You don't beat your child and kill him because he stole. This is what I'm saying. Ok. Mince, on va terminer avec le G20 qui continue de parader comme ça, malgré les colibets reçus par ceux-là qui ne sont pas d'accord avec cette sortie du 20 juillet dernier à Yaoundé. Je parle de Maître Momo et les autres. Vraiment, peut-être il faut en parler, mais quand vous regardez, c'est même de la comédie. Je vais m'intéresser à Maître à l'attitude de Maître Momo Jean de Dieu. Mais il dit qu'il s'est trompé à un moment. Laissez-moi développer, je vous en prie. Voilà un monsieur, c'est pas aujourd'hui que je le connais. On s'est rencontrés la dernière fois, avant la mort de Madame Foni, au domicile même de Madame Foni. J'allais chez Madame Foni pour faire un recouvrement parce que Madame Foni devait 10 millions à un établissement de microfinance depuis 1997 qu'elle n'avait pas payé, elle est morte sans payer. J'ai été mandaté pour recouvrer cet argent. J'ai trouvé Momo Jean de Dieu là-bas. Il était 9 heures. Écoutez, quand je vous dis que c'est un système terrible, la table qui partait de chez Madame Foni, où des gens étaient assis pour déjeuner, si je vous dis ce que je voyais sur cette table, et j'ai vite fait de poser la question au chef de cabinet de Madame Foni à l'époque, c'est la nourriture de midi ou c'est le petit déjeuner? Il me dit non, c'est le petit déjeuner du matin. Bon, je vois un Maître Momo là, je dis voilà un opposant. Donc en réalité, Maître Momo fait quoi? Il fait la politique du ventre. Moi je dis tout simplement que c'est un affamé. Et ça est-ce qu'en politique, il ne faut pas être pragmatique parfois? C'est de la mendicité même. Pour un avocat, il a une profession. C'est pas aujourd'hui qu'on connaît les gens de Dieu. Moi, je dis que pour lui, c'est même de la mendicité, c'est même de la pauvreté. Maintenant, il arrive à un point... C'est pas la première fois en Afrique, c'est pas la première fois au monde. Il arrive à un point où... Pourquoi une fixation sur Maître Momo? Je l'écoute parler. Mais moi, j'aurais même pu dire, entre guillemets, bon, pour ne pas me coller un procédé, entre guillemets, parfois, quand je l'écoute, j'ai parfois l'impression qu'il atteint de démence. Je veux comprendre. Moi, je l'ai suivi sur une chaîne concurrente. Dit, nous sommes avec le président Biya pendant la période électorale. S'il ne fait pas ce qu'on s'est dit, après la période électorale, on redevient les opposants. J'ai dit, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Maintenant, il vient vous dire, pendant plus de 10 ans, il a tenu un discours. Les populations l'ont écouté. Vous comprenez? Des carrières se sont brisées. Il a forgé une opinion. Il a commencé sa campagne en 2011 en Vormeka. Il a même sorti, très bien, vous savez que c'est un artiste, non? Oui. Un pied musicien, disons comme ça. Mais c'est là. Il a sorti des albums. Je vous en prie, c'est jamais. Non, je ne permets pas que vous... Je peux quand même apporter un jugement sur... Restez courtois vis-à-vis de Maître Momo. C'est parce que ça fait mal et ça frise le ridicule. Alors, maintenant, il vient vous dire, j'étais dans l'obscurité, on m'en veut. Je tirais sur Paul Biya, je sentais qu'il avait mal, je ne savais pas. Maintenant, moi, ça c'est de la rigolade, ça. Vraiment, je préfère qu'on parle des choses plus importantes. Maître Momo ne pèse rien sur le plan politique. Qui de jeux vont là-bas, ils ne pèsent rien, ils ne valent rien. Ils ne valent rien. Pourquoi s'attarder même là-dedans? Je dis, ça se résume en une seule chose, de la mendicité et la famine.
Voilà en quoi se résume ça. Camille Néné, oui, moi je voulais Maître Momo, le G20, on a vu. Pourquoi Maître Momo qui ils sont nombreux, il y a Bandakani, il y a Bapolipote. Non, moi je veux dire. Il y a Isaac Feuzeux. Je veux dire en max que en politique la vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Et que vous savez la politique c'est une question d'intérêt aussi. Voilà. Bon, maintenant quand vous allez vous lancer un regard rétrospectif, souvenez-vous de monsieur Edouard Titus qui a été l'un des bras droits, qui a été même pratiquement le président bis de ce pays. Oui. Il a été arrêté, parce qu'il a voulu se présenter à l'élection présidentielle. Oui. Il a passé 17 ans en prison et un peu plus. Et quand il était en prison, vous avez suivi le fiel qu'il déversait sur le régime. Oui. Mais quand il est sorti de prison, l'une des premières choses qu'il a faites, c'est d'aller récupérer sa carte de militant du RDPC. Oui. Vous appelez ça comment? Non, moi ce que je veux dire, c'est que ne jugeons pas trop. Non, ça peut s'expliquer. Ne jugeons pas trop. Ça peut s'expliquer. Vous avez quelqu'un qui a un ensemble de procès. Oui. Il n'a même pas de choix que de s'aligner de peur qu'on pouvait ouvrir le dossier. Mais je ne veux pas qu'on prenne ça pour projeter sur tout le monde. Parce qu'au moins ici, ils n'en avaient pas faim. Maintenant, il a faim. Max, il a faim. Max, ce que je veux dire, c'est qu'en politique, les choix sont personnels. Oui. Hein? Et il y a ce lien qui existe entre l'intérêt et l'action. Pas d'intérêt, pas d'action. Donc moi, je dis tout simplement qu'ils sont libres de choisir Paul Biya aujourd'hui. Hier, j'étais contre Mais l'histoire vous juge. J'ai posé un préalable, grand frère. Oui. J'ai dit, Maître Momo a forgé une idée sur l'opinion. Quand des carrières se sont brisées. Mais venir dire après 30 ans, après combien d'années, que je m'étais trompé. J'aurais voulu qu'il change. C'est vrai pas une proposition. Errare ou manifeste. Grand frère, je vous en prie. Nous avons suivi son comité directoire. Oui. Dit que nous étions, je crois que 9 plus 4, ça fait combien? Ça fait 13. Oui. Dit, nous étions 13. 9, on dit, on ne se rallie pas au RDPC. 6. Bon, oui. 6. Il était 9 présents. Il était 9. D'accord. Tu veux dire qu'il y avait une majorité, je crois que c'était 9. Oui. Donc, 4 peut-être disent que on va. Mais Momo, qui veut prôner la démocratie, dès lors qu'il y a un problème de majorité, on vous dit on ne va pas. D'accord? Il est allé seul. Les gens sont restés à attendre, bien lui donner dans le bien fondé. Est-ce que sa voix n'est pas prépondérante? C'est quoi? C'est son foyer qui dirige pour penser qu'il peut se faire son parti. C'est quoi? Son parti. Voilà ce que je ne veux pas entendre. C'est son parti. Oui. Autrement dit, tous ceux qui sont autour sont des petits tintins qui ne comprennent rien. Ils peuvent se lever un matin et dire on va à gauche, on va à gauche. Mais je suis au moins persuadé d'une chose. Retenez ce que je sais au moins une chose. Oui. À l'isoloir, encore que je suis convaincu que même sa propre femme ne le votera pas. Même à l'isoloir, allons-y quand même comme ça. Même à l'isoloir, même Momo peut faire son petit marketing. Il va contrôler qui a l'isoloir. Vraiment, c'est de la comédie. Maître Momo a dit que il y a un dicton qui dit l'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur est diabolique. Donc lui, il avec son nouveau costume. Il a dit qu'il s'est trompé pendant longtemps, mais accepté qu'il estime qu'il ne peut pas continuer à se tromper. C'est tout. Moi, je pense que. Il aussi qu'il a le grand frère, dit aussi qu'il a le droit de dire que j'étais opposant. Les dossiers, on ne me donnait pas les dossiers. D'accord? Il a dit j'étais opposant, on ne me donnait pas les dossiers. On vous a compris, Max. Max, on vous a compris. Lucienne, alors sur ce soutien, il continue malgré tout ce qui se dit depuis le 20 juillet. Il dit, il est derrière. Je vais peut-être aller à côté, pas aller dans le même sens que les autres en disant que on perd un temps fou à parler de cette histoire. Parce que quel est le poids politique du PADEC au Cameroun? La trahison, c'est pas les Camerounais qui devaient être choqués, mais je pense que ce sont les militants de Maître Momo qui se sentent trahis. Parce que disons-le comme ça, parce qu'ils ont adhéré à son parti pour sa conviction politique, pour ses sorties, ses multiples sorties dans les débats. Ils étaient convaincus que voilà l'homme qu'il nous faut. Ils ont adhéré à son parti. Mais pour le Camerounais qui n'était pas du PADEC, pourquoi on devrait être choqué? Il est libre de choisir ce qu'il veut, mais il a des comptes à rendre à ses militants. C'est ce que je pense de toutes les façons. Madame, et je dis... Momo ne se limite pas à son parti politique. C'est un homme politique, il peut changer. Il est devenu un homme public du moment où il a opté de faire la politique, madame. Il peut changer quand il doit tenir un langage cohérent. Il peut changer quand il veut, et je dis et je maintiens, c'est une perte de temps. On est à quelques temps des élections présidentielles et on s'embarque dans une histoire de PADEC, de Maître Momo. Pourtant, il y a mieux à faire. Oui, rapidement, on va terminer avec vous, Abdul Karim. Ali? About this guy? Oui, sur... pas seulement Maître Momo, sur le G20. Rapidement. Well, maybe the president of France already invited President Biya in November to France. So maybe
the lawyer thinks, all right, this is already the winning party, and so he should tag along, but it's frustrating. Because like Papa said, that politics is not what happens yesterday, it's what happens today. Yeah. What has changed with CPDM? Okay, what has changed? So nothing has changed. Why does Barrister Momo change? So you need to ask him. Nothing has changed, but he has changed. So I think Max is right, and it's like Max knows him better. Voilà. Merci Max Wabo d'être venu. Merci Serge Alain de m'avoir invité. Ça a été un plaisir. Voilà. Merci Lucienne Voici. Merci Serge, c'était un plaisir également. Voilà. Merci à vous, Camille Nélé. C'était un délice. J'espère que vous penserez à m'inviter un peu plus souvent, parce que c'est intéressant de faire le débrief de l'actualité, et surtout celle du jour, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, demain matin, les gens auront peut-être eu le temps de... Oui, c'est important. Cette nouvelle émission d'Equinox est une émission absolument passionnante. Okay. Et vous, Abdul Karim Ali, qui vient de Bamenda? Thank you very much. I'm so elated to have shared the panel with the lady and this fine gentleman. I'm so happy. I've learned a lot, and I hope that. Vous avez dit que c'est la première fois que vous écoutez ça d'un francophone quand Max Wabo. No. He's. Il est exceptionnel, le francophone. Yes, he's extremely. He's extremely honest. Okay. Because francophones, when this crisis started, they took it like it is francophone Anglophone issue. They always want to defend, but you see him, he's right there in between sharp edges, but he's speaking the truth. Non, il n'est pas le seul. Hein. Il y a beaucoup qui pensent comme like you. Voilà, monsieur. Merci. C'était Equinox Soir. Rediffusion 23h GMT et minuit en top. Bonsoir.